publié chez Cepadues, Approche énergétique traditionnelle du rite écossais ancien et accepté. Dans votre ouvrage, vous écrivez « Il y aurait une énergie dense, la matière, et une énergie subtile, l'énergie. » Et deux énergies qui ne s'opposent pas, mais qui seraient en continuum. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, s'il vous plaît? Dans la mesure où on fait une distinction trop abrupte entre matière et énergie, il est évident que le passage de l'une à l'autre se trouve assez difficile à réaliser. Alors que si l'on part du principe de base, selon lequel tout est énergie, et qu'il y a simplement des modalités plus ou moins importantes de densification de l'énergie, à partir de l'énergie pure, subtile, qu'on ne peut toucher, qu'on ne peut pas appréhender, et de l'énergie condensée, si j'ose dire, qui est la matière, et qui, elle, se révèle sous une forme palpable et visible. Alors, quand vous dites le verbe, si on veut relier lumière et verbe à la franc-maçonnerie, moi, quand on me dit verbe, je comprends. Le rituel, c'est du verbe. Mais la lumière, c'est quoi en maçonnerie et dans une tenue? C'est l'esprit, c'est autre chose? Est-ce que vous pouvez en dire plus? La lumière, c'est l'accession à une compréhension subtile, la plus subtile qui soit, c'est-à-dire à arriver à tirer de chaque phrase, de chaque parole ou de chaque texte l'essentiel de ce qu'il comporte sur le plan psychologique ou intellectuel. On va parler d'échanges énergétiques entre frères et sœurs. Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, on peut aborder le concept utilisé parfois, concept d'égrégore, souvent disqualifié par certaines obédiences? Et si oui, pourquoi? Ce livre a été écrit, on l'a commencé il y a bien longtemps, et les événements actuels nous ont montré que ce qu'on fait actuellement, ce côté vidéo très moderne, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Hein, ce présentiel qu'on dit beaucoup, le présentiel. Nous, on est parti du principe, voilà, lorsque l'on finit une tenue, qu'on fait cette chaîne d'union entre frères et sœurs, quelquefois, pas tout le temps, quelquefois, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ou ça se passe pas. Mais quelquefois, on dit, tiens, il y a une espèce comment dire, de vibration entre nous. Voilà. Alors, bon, je sais bien que l'égrégore a été défini plus ou moins par un monsieur qui s'appelle Robert Hamelin, qu'on connaît ou qu'on connaît pas, qu'on aime ou qu'on connaît pas, ou qu'on n'aime pas, et qui dit, lui, que c'est une force engendrée par une espèce de courant spirituel très puissant qui est alimenté à intervalles réguliers, c'est ce qu'on fait quand on est en tenue, et selon un rythme, disons un rythme qui essaye de s'accorder avec l'harmonie du cosmos. Quoi. Voilà, c'est un petit peu, c'est très prétentieux, mais c'est un petit peu ça. C'est pour moi, l'égrégore, c'est ça, c'est cette espèce cette énergie, c'est ce dont on parle dans notre ouvrage, cette énergie commune qu'on met en commun pour aller au-delà d'eux, hein, au-delà de l'esprit, dans l'esprit, et qui nous permet, seul c'est difficile, mais ensemble c'est possible. Alors midi, minuit, tout le monde comprend, mais midi, minuit c'est aussi soleil et lune, et c'est peut-être un rapport yang et yin. Est-ce que ce sont des cycles opposés ou est-ce que ce sont des cycles en continuum? Et que peut nous dire le spécialiste des énergies chinoises là-dessus? Effectivement, le yang, par définition, est qualifié yang. Tout phénomène qui correspond à une expansion, à une diffusion, à une répartition, et qualifié yin, tout phénomène qui, à l'inverse, correspond à une densification, une rétraction et une condensation. Voilà. Donc, dans la mesure où l'on prend les différents stades de la journée, il est évident que midi, c'est les radiations maximales de la lumière à partir du soleil.
Donc, c'est le pôle majeur du yang, alors que minuit est le pôle majeur du yin. Et c'est pour cela que, en fait, contrairement à ce qui se passe souvent en Occident, la tradition extrême orientale, je ne dis pas chinoise, je dis extrême orientale, prend souvent ses repères, non pas du tout sur les extrêmes, c'est-à-dire à midi qui est l'épanouissement total et à minuit qui est au contraire le recroquevillement total, mais au contraire sur les phases transitoires, les phases intermédiaires, c'est-à-dire la phase qui passe de la réduction à la diffusion et inversement de la diffusion à la réduction, qui sont les phases transitionnelles et qui donc, dans l'esprit traditionnel chinois ou extrême oriental, ont beaucoup plus d'importance que les phases qui sont considérées comme abouties que sont midi et minuit. On parle souvent de dépouillement des métaux, on dit qu'il faut laisser les métaux à la porte du temple. Pourtant, il y a toujours des métaux résiduels en loge. Alors expliquez-moi pourquoi. Tout dépend de la signification qu'on donne aux métaux. Voilà. Le métal, par définition, c'est l'aboutissement d'une condensation, donc d'une matérialité. Donc le métal, dans sa définition originelle, si j'ose dire, c'est l'élément le plus densifié de toute matière. Bon, il est évident qu'à partir du moment où on dit on laisse les métaux à la porte de la loge, ça ne veut pas dire seulement l'argent, etc. Ça veut dire tout simplement tout ce qui est hyper matériel et on laisse la place au contraire à tout ce qui se tourne de plus en plus vers la spiritualité. Voilà. Et en plus, et tu me contrediras si tu veux, on peut rentrer alors dans une autre dimension, c'est-à-dire que le plomb est mis en correspondance avec Saturne, d'accord. Mais c'est aussi un comportement secret, ténébreux, fermé. L'étain est mis en correspondance avec Jupiter. C'est un comportement puissant, dominateur, conquérant. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler comment on appelle notre président de la République. Le fer est mis en correspondance avec Mars, c'est quelque chose de fort, d'actif, d'agressif. Le cuivre avec Vénus, réceptif, souffle, sensible. Le mercure, avec Mercure évidemment, c'est un comportement, disons, communicatif. L'argent avec la lune, un comportement un petit peu rêveur, empreint de féminité, ça c'est prononceur. Et l'or enfin, en correspondance avec le soleil, le feu et la lumière. Et il est dit, dans les vieux rituels, avec l'activité masculine. Donc tout ça, quand on dit il faut laisser nos métaux à la porte du temple, c'est laisser tout ce que je viens d'énumérer. Tout le comportement ténébreux, conquérant, etc. Pour moi, les métaux, c'est ça. C'est le comportement. Quand vous parlez d'élévation à la maîtrise dans votre ouvrage, vous dites que l'organisation spatiale change. Entre autres, pourquoi le compagnon futur maître entre à reculons? On considère, quand un vénérable maître descend de charge, on lui dit « tu vas dans les ténèbres ». C'est faux, il ne va pas dans les ténèbres. Il va à la porte du temple maçonnique, mais qui, dans notre interprétation, est simplement accolé au temple de Salomon, et c'est la porte du temple de Salomon. Donc, le vénérable maître, c'est pas une punition, c'est pas une régression qu'il fait, non. Il devient lévite, puisque dans les loges de perfection, on le traite de lévite, et il garde le temple. Donc, pour lui, c'est une promotion. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut dire, et c'est pour ça que lorsqu'on fait rentrer le compagnon à l'envers, en termes, et bon, ça, il faut un petit peu fréquenter les loges de perfection. En termes, on le fait rentrer à l'envers. Et qu'est-ce qu'il voit, lui? Je ne parle pas d'un chini, hein. Qu'est-ce qu'il voit, lui? Il va voir une étoile à 5 branches qui est très faiblement éclairée, parce que pour nous, elle se situe dans le temple de Salomon, qui est de l'autre côté de la porte, et c'est pour ça qu'il la voit très faiblement éclairée. Mais c'est pour lui un but. Quand on parle du temple de Salomon et qu'on dit que la mer des reines était située à droite, au sud, etc.,
on parle de la mer d'Airain et dans les termes, quand on lit, on dit c'est là où les prêtres faisaient leur ablution. Mais c'était situé à 4 mètres de haut, donc pour faire les ablutions. Donc c'est pas tout à fait ça, d'après certains textes et d'après certains ouvrages. C'est simplement ce que faisaient les Égyptiens à l'époque pour observer le ciel, puisque bon, le céleste est quand même très important dans notre progression. Pour observer le ciel, ils faisaient une espèce de demi-sphère comme ça, peinte en noir. Il n'y avait pas disons, de problème de luminosité extérieure, et ils observaient les étoiles, ils disaient, tiens, celle-là, elle se lève à telle heure, celle-là, elle se lève à telle heure. Et avec ça, ils pouvaient prévoir. Et la mer d'Airain, c'était la même chose, elle était orientée, c'est écrit qu'elle était orientée est-ouest, enfin, ou orient-occident, et sur le bord, il y avait des inscriptions, ils faisaient la même chose que faisaient les Égyptiens par rapport à l'observation de la voûte céleste. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Pourquoi les maîtres portent un chapeau en chambre du milieu? Est-ce que c'est lié à un problème d'énergie ou pas? Dans la démarche qui est faite par le sujet, il consomme beaucoup de son énergie propre et il a tendance à s'épuiser cérébralement parce que les cellules cérébrales, il faut bien qu'elles travaillent et comme toutes les cellules, quand elles travaillent, elles utilisent de l'énergie. Donc une hyperconcentration et une hyperactivité cérébrale entraînent toujours une perte d'énergie qui est quand même en rapport avec l'intensité de l'application. Voilà. Et donc, le fait de mettre un chapeau permet de réaliser une espèce de filtre qui ne supprime pas, mais qui modère surtout les extrapolations. C'est-à-dire que quand on présente un intérêt pour un sujet quelconque, on va présenter un intérêt qui ne va pas être comme ça linéaire et progressif. On va présenter un intérêt qui tout d'un coup va s'accentuer considérablement et puis après ça va redescendre un peu, etc., etc. Et ceci de façon irrégulière. Et en fait, le but de l'opération, si je veux dire, est essentiellement de limiter ces pics soudains et préjudiciables au bénéfice d'une démarche beaucoup plus continue et régulière. Dans votre ouvrage, vous dites que Voltaire prétend que ce qui le dérange, c'est qu'il n'y a pas d'horloger. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Voltaire? Et moi, ce que je peux répondre à Voltaire, c'est que toute cette démarche vers l'énergie, pour moi, c'est susceptible disons pas de prouver, mais de donner une espérance sur l'existence justement d'un horloger qui remonterait, cet horloger qui remonterait la pendule, puisque pour que la pendule marche, il faut quand même remonter le ressort. Voilà. C'est un peu ce que et le ressort, c'est aussi de l'énergie. Donc, voilà, merci, merci Alain, merci Jean-Claude d'avoir écrit cet ouvrage qui nous donne un regard totalement nouveau sur le rite écossais ancien et accepté, revisité dans une position d'énergie extrême orientale. Merci beaucoup, à bientôt.